tous. Je vous partage mon écran. Alors, attendez. Ok, donc je vous laisse mes coordonnées en début de TD. Si jamais il y a des points qu'on aborde aujourd'hui qui ne sont pas clairs pour vous ou par la suite dans vos révisions, vous avez d'autres questions, surtout, mais n'hésitez pas pour toute l'endoc à m'envoyer un mail ou un SMS, peu importe, que ce soit maintenant ou à distance de l'ED, je suis là pour ça, donc vraiment n'hésitez pas, c'est le but. Donc, je ne vous remets pas tout ce qu'on a dit la dernière fois, à voir qu'il faut avoir une vision très transversale des choses. Pour les supports, j'ai utilisé la même chose, donc le collège, l'HAS, le LISA et puis la Société française d'endoc. On fait bien attention à, en endoc, se concentrer aussi sur la physio et la stémio qu'on a vraiment bien revu la dernière fois et qu'on va mettre du coup en application dans le D aujourd'hui. Donc, au programme, c'est les thèmes qu'on a abordés mercredi, mais cette fois-ci, on va faire pas mal de questions et on va pas forcément passer beaucoup de temps sur la correction. Je pense que lundi ou mercredi, je ne sais plus, on a été assez exhaustif dans l'explication de la physiologie et de la pathologie. Là, le but, c'est de faire plutôt des DP, de s'entraîner. J'ai prévu DP, QI, il doit y avoir une petite SAP, des KFP. Voilà, pour que vous puissiez vraiment faire le lien entre le cours et ce qu'on vous demande en QCM. Donc, on verra toutes les parties, donc la contraception qu'on avait un peu moins vue dans la partie cours, infertilité aménorrhée, la partie thyroïde, gynécomastie et tout ce qui est diabète gestationnel, surrénal et l'hypercalcémie. L'hypercalcémie, c'est le seul item pour lequel on va faire une petite partie physio, puisqu'on n'avait pas eu le temps de le faire en début de semaine et vous préfériez qu'on le fasse aujourd'hui. Donc, l'hypercalcémie, pour commencer, je voulais commencer avec cette ECG, mais donc on n'a pas eu le temps de voir en détail, donc on va détailler ensemble les anomalies de l'ECG qu'on peut retrouver dans l'hypercalcémie, l'urgence diagnostique que ça représente, et puis bien sûr la physio. Dans l'ECG de l'hypercalcémie, vous remarquez que vous avez un raccourcissement de l'espace QT qui est particulièrement visible en antérieur, d'accord? Et c'est des patients qui peuvent se présenter avec une tachycardie sinusale. Vous pouvez avoir un trouble de la repolarisation avec un sous-décalage du segment ST et des troubles du rythme ventriculaire. J'ai pas mis de moyens mémotechniques, il y en a souvent dans l'hypercalcémie, l'hypocalcémie, les troubles de la calémie également. J'avoue que j'ai pas pensé à en mettre, mais il me semble que pour l'hypercalcémie, il y a un moyen mémotechnique pour retenir tous les signes de l'ECG. Donc, devant un patient qui présente une hypercalcémie, le réflexe est de toujours faire un ECG. Alors, à partir de quel seuil on parle d'hypercalcémie ? Je vous laisse répondre. Alors, où est le panneau de questions ? 2,6, ok. En effet, donc 2,63. Retenez bien en endoc, ce qui est important, c'est les unités. D'accord? Quand on vous pose une question ouverte comme ça, il faut forcément que vous mettiez les unités, d'accord? Parce que souvent, on a les millimoles par litre ou alors les milligrammes par litre. C'est vrai donc pour tout ce qui concerne la calcémie, les troubles ioniques, etc. Mais surtout, je pense à l'item du diabète. C'est pas du tout la même chose si vous mettez votre résultat en millimoles ou en milligrammes. Donc vraiment pensez-y dans les questions ouvertes d'endoc, dans les QROC, ça peut être assez discriminant. Je pense que dans l'énoncé de la question, ils vous diront de préciser les unités, mais prenez toujours le réflexe de le faire. Rappel de la physiologie rapidement de la calcémie, donc elle est régulée par la parathormone, d'accord, qui est sécrétée par les glandes parathyroïdiennes, les 4 petites glandes qui sont derrière votre glande thyroïdienne. Cette PTH, elle va stimuler la 1-alpha-hydroxylase que vous retrouvez ici et qui va permettre, cette enzyme, elle va permettre de passer de la 25OH, qui est la forme inactive de la vitamine D, à la forme active, qui est la 1,25OH, qui est le calcitriol, en fait, c'est la même chose, et qui va à son tour stimuler l'absorption de calcium et de phosphore au niveau intestinal. Vous avez une stimulation également au niveau osseux, cette fois de la résorption osseuse au niveau ostéoclastique, et qui va permettre donc l'augmentation du taux de calcium dans le sang. Au niveau rénal, vous avez un échange. Cette fois-ci, il y a une inhibition de la réabsorption rénale de phosphore. Au niveau du tube contourné,
proximal, vous pouvez retenir phosphore proximal et au niveau distal, par contre, une réabsorption qui est stimulée de calcium. Toute l'homéostasie phosphocalcique est régulée par les récepteurs sensibles au calcium. Ils sont présents à deux endroits, donc ils sont présents au niveau des cellules parathyroïdiennes et au niveau rénal, d'accord? Donc si vous avez une augmentation de la concentration plasmatique du calcium, eh bien, au niveau des cellules parathyroïdiennes, vous allez inhiber la sécrétion de PTH, ce qui est logique, il n'y a pas besoin de stimuler à la fois au niveau intestinal, au niveau rénal, au niveau osseux, soit la sécrétion, soit la réabsorption de calcium, puisqu'il y en a suffisamment. Et puis, au niveau rénal, eh bien, ça va réguler donc, ces échanges phosphocalciques. Les signes, alors ça va faire comme la dernière fois, c'était supposé faire des super animations, mais bon, c'est pas le cas. Hop. Les signes d'hypercalcémie, ils sont plutôt modérés. Quand vous avez des hypercalcémies qui sont relativement modérées, les patients sont asymptomatiques dans la plupart des cas. Par contre, quand vous avez des taux de calcémie plus élevés, à partir de 3 millimoles par litre, là, vous avez l'apparition des signes cliniques, mais comme souvent en endoc, vous avez dû remarquer, ils sont relativement aspécifiques. C'est des patients qui présentent un AEG, donc une asthénie généralisée, le syndrome polyuropolydipsique. Ce n'est pas que dans le diabète qu'on retrouve ce signe clinique. Pensez aussi à tous les troubles donc, de la calcémie, donc l'hypercalcémie. Et puis, c'est associé à des signes rénaux, des signes digestifs, neuropsies et cardiovasculaires, donc cardiovasculaires avec les anomalies de l'ECG qu'on vient de voir. Et puis, c'est des patients qui peuvent présenter une altération de la conscience et un tableau plutôt quand même inquiétant aux urgences, d'accord, quand il y a des taux importants d'hypercalcémie. Par contre, quand je vous répète, quand elle est plus modérée, les patients sont relativement asymptomatiques. À partir de quel seuil vous parlez d'hypercalcémie maligne? Je vous laisse répondre. Mince, pardon, dans le chat. Pendant toute la conf, j'ai fait donc les QCM, c'est pour, comme ça vous pourrez toujours répondre dans le chat et puis on corrige ensemble. Ça me permet de voir un petit peu vos réponses et les points qui vous posent plutôt problème. Donc l'hypercalcémie maligne, est-ce que ça vous savez ou pas du tout? Alors, pas de réponse. L'hypercalcémie maligne, c'est pour des valeurs supérieures à 3,7 millimoles par litre, donc supérieures à 150 mg par litre. Ok, donc ça, c'est vraiment important de le savoir parce qu'à ce moment-là, c'est une vraie urgence diagnostique et thérapeutique. Est-ce que vous connaissez deux grands types de pathologies endocriniennes qui sont pourvoyeuses d'hypercalcémie? Des pathologies endocriniennes qui sont bien évidemment au programme de l'EDN. Alors, hyperparathyroïdie primaire, acromégalie, ok. Hyperthyroïdie, ok, donc intéressant. Alors, en effet, pour l'hyperparathyroïdie, j'attendais ici plutôt d'autres pathologies que celles qui sont directement en lien avec l'item, mais effectivement, c'est évidemment une bonne réponse. Donc, l'hyperthyroïdie, vous avez une accélération du renouvellement osseux, d'accord? Dans le cadre d'une hyperthyroïdie, vous avez une stimulation de l'activité des ostéoclastes et donc cette résorption osseuse et cette libération de calcium au niveau sanguin. Dans l'insuffisance surrénale aiguë, vous vous rappelez, on a vu ça du coup lundi, donc il y a cette hémoconcentration, cette déshydratation, et dans le contexte d'insuffisance rénale fonctionnelle, on retrouve également une hypercalcémie. Une question isolée de l'ECN 2023. Alors ça, je voulais vraiment la faire avec vous puisque quand vous avez une calcémie, le premier réflexe, c'est quoi? C'est de calculer la calcémie corrigée. D'accord? Ça, c'est vraiment hyper important. Donc souvent, dans l'énoncé, on va vous expliquer voilà, le tableau clinique et puis on va vous mettre la bio avec la calcémie et l'albuminémie. Souvent, quand on voit la formule qui est dans le collège, on se dit, bon, c'est pas quelque chose qu'on va avoir à calculer à l'EDN puisqu'on n'aura pas nos calculatrices, puisqu'il faut faire fois 0,025, etc. Ça me semble un peu compliqué, c'est pas tombable.
Eh bien, en fait, c'est tombé, d'accord, à l'ECN 2023. Donc, je vais vous donner une petite astuce, un petit tips pour calculer cette calcémie corrigée un peu plus rapidement. Donc ici, c'était une femme de 62 ans qui avait une fatigue chronique, des nausées, et vous faites le bilan biologique qui retrouve donc les résultats ci-dessous. Donc hémoglobine 13,4, volume globulaire à 90, des plaquettes 357, globule blanc 8,5, une créate à 75, calcémie de 68, donc là c'est ce qui nous intéresse, l'albuminémie à 35 et une phosphorémie qui est un peu abaissée. L'électrophorèse des protéines plasmatiques est normale et on vous demandait ici quel est le diagnostic le plus probable. Si on prend cette formule qui est dans votre collège d'endoc, la calcémie corrigée, c'est donc la calcémie mesurée et on fait moins 0,025 fois l'albumine, moins 40. Bon, c'est un peu compliqué à réaliser comme ça en pratique. Ici, on obtient 2,8. C'est très facile de le faire à la calculatrice, mais le but, c'est que je vous explique comment le faire le jour du concours à la main sur votre feuille. Donc, petite démonstration de maths rapidement. Il faut me croire, faire fois 0,025, ça revient à diviser par 40. D'accord? Et une fois qu'on sait ça, alors, on reprend la calcémie de notre patiente. 2,68 millimoles par litre et l'albuminémie, 35 grammes par litre. Là, c'est la formule que je viens de vous dire, la calcémie mesurée plus 40 moins l'albumine sur 40. Là, si je reprends des maths de collège, vous êtes d'accord avec moi que cette partie-là, ça revient à faire 40 sur 40, c'est-à-dire 1, moins l'albumine sur 40. Ça, je pense que vous êtes d'accord avec moi jusque-là. Eh bien, je vous dis juste que 40, ça va être 10 fois 2 fois 2. Et à partir de là, ça va vachement vous simplifier la suite. Vous mettez votre calcémie mesurée, donc 2,68, plus 1, beaucoup plus simple, donc 3,68. L'albuminémie de la dame, donc ici 35, divisé par 10 fois 2 fois 2. Donc, si vous divisez par 10, vous avez juste à décaler la virgule, donc ici 3,5. Diviser 3,5 par 2, bon, c'est pas très compliqué, 1,75, que vous redivisez par 2, 0,875. Et vous faites ensuite cette addition-soustraction et vous avez votre calcémie corrigée. D'accord ?